Cyril. Alors votre intérêt pour le mouvement de la transition ne date pas de la production, de la création de demain. Il est déjà assez vieux. Vous êtes actif dans ce domaine-là depuis une dizaine d'années, notamment à travers un mouvement qui s'appelle Colibri en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce qu'est le Colibri et ce que vous y faites? Bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Colibri, c'est un mouvement qu'on a monté avec quelqu'un qui s'appelle Pierre Rabhi. Je ne sais pas si vous dites Pierre Rabhi, qui est un écologiste relativement connu en France. On a créé ça fin 2006 à partir d'une petite légende qui s'appelle la légende du Colibri, qui raconte qu'un jour les animaux se retrouvent piégés au milieu de la forêt en feu, qui ne savent pas quoi faire, et qui se réfugient au bord d'une rivière et qui regardent les arbres se consumer, en ayant l'impression qu'ils sont totalement impuissants et en étant atterrés, effrayés. Tous sauf le petit colibri qui va chercher une goutte d'eau, qui va la mettre sur le feu, qui va chercher une goutte d'eau, qui va la mettre sur le feu. Et au bout d'un moment, les autres animaux le regardent et lui disent: bon, allez, colibri, t'es vraiment minuscule, les gouttes que tu transportes sont encore plus minuscules, c'est pas avec ça que tu vas éteindre le feu. Et il leur dit: oui, je sais, mais je fais ma part. Et l'idée de ce mouvement, c'est comment est-ce que chacun d'entre nous peut faire sa part, à la fois pour participer à éteindre le feu de toutes les crises qu'on peut rencontrer, écologiques, économiques, sociales, etc. Mais surtout participer à construire une autre société, où l'être humain et la nature vivraient relativement en harmonie. Mais quel était le cheminement qui vous a finalement amené à concevoir ce film avec Mélanie? En fait, moi j'avais une formation plutôt artistique au départ. Moi j'étais comédien. Ensuite j'ai fait de la médecine naturelle. Ensuite j'ai organisé des congrès israélo-palestiniens. J'ai organisé le premier et le deuxième congrès mondial des imams et des rabbins pour la paix. Et donc j'ai toujours eu une espèce de côté assez bicéphale, avec à la fois envie d'essayer d'être utile et de faire des choses qui participent à améliorer la société, et en même temps le besoin de créer. Et quand on a commencé à développer Colibri, je me suis rendu compte qu'il manquait vraiment une espèce de vision de l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à mon avis en tout cas, passer son temps à demander aux gens d'arrêter de faire des choses, disant il faut arrêter de manger de la viande, il faut arrêter de consommer de l'énergie, il faut arrêter de partir à l'autre bout du monde, sans proposer quelque chose, un horizon, une direction vers laquelle aller. Et je ne voyais pas ni de livre, ni de film, ni de mouvement qui proposait cette vision de l'avenir. Donc, je me suis dit, il faudrait essayer d'agréger certaines des meilleures solutions qu'on connaît déjà et de les assembler comme un puzzle pour que ça propose justement cette vision du futur, que ça raconte comment l'histoire pourrait se transformer demain. Et pour moi, c'était un peu comme construire les plans d'une maison. C'est un peu comme aller chez un architecte et se dire, ben voilà, on voudrait que notre maison soit comme ci, comme ça, comme ça. Et je me disais que ça donnerait à toutes les personnes qui ont envie d'agir du sens à leur démarche, en se disant que c'était pas simple, ce qu'elles faisaient n'était pas un geste qui était complètement perdu dans un océan d'autres petits gestes, mais que c'était poser une petite pierre d'un édifice plus vaste qui était une possibilité pour le futur. Et dans la foulée de votre action avec Colibri, vous avez aussi été le fondateur, si je puis dire, de la collection Domaine aussi chez Actes Sud, qui participe aussi de cette démarche de proposer, de communiquer des exemples, des réflexions qui peuvent conduire vers cette action à la fois individuelle mais qui devient collective par la publication. Oui, l'idée c'était de faire des livres qui nous aident à penser l'avenir, mais que cette pensée ne soit pas déracinée de l'action. En fait, dans cette collection-là, on essaie de donner la parole à des gens qui pensent, qui essaient de réfléchir à un autre avenir, mais qui ont mis cette pensée à l'épreuve de la pratique, et qui ont fait la preuve que ça fonctionne déjà. Et c'est par exemple le cas d'Emmanuel avec... Voilà ma transition. Tout ce qu'il fait. Et à l'origine de ce film, il y a eu un article, en fait, vous le rappelez dans votre livre Demain, un article d'Audrey Garrick qui était paru dans Le Monde en 2012, si je me souviens bien, qui s'intitulait La fin de la planète en 2100. Pour le coup, un titre alarmiste. Mais pour vous, c'était un déclic par rapport à la démarche du film. Pendant l'été 2012, je suis tombé sur un post de blog de cette journaliste environnement qui était dans les plus partagés sur le site et qui disait ça, qui disait la fin de la planète en 2100. Et quand je suis rentré dans l'article et que j'ai commencé à lire, je me suis rendu compte que c'était pas la fin de la planète, mais que c'était la fin de l'humanité.
Et cet article s'appuyait sur une étude qui avait été menée par 22 scientifiques du monde entier et dirigée par 2 scientifiques de Berkeley et Stanford aux États-Unis, et qui avait combiné plein d'autres études, des études sur la dégradation des sols, sur la déforestation, sur l'épuisement de l'eau, sur le changement climatique, sur la disparition des espèces et de la biodiversité. Et ils avaient essayé de voir ce que ça donnait si on combinait tout ça. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était assez joyeux comme résultat. C'est-à-dire que, selon leurs estimations, si dans les 20 ans qui viennent, on ne change pas radicalement notre façon de fonctionner, c'est une partie de l'humanité qui pourrait disparaître d'ici à 2100. Et en fait, quand on lit ça, déjà il y a un endroit de nous qui est un peu incrédule, parce que si on regarde autour de nous, ça n'a pas l'air d'être la catastrophe à ce point-là. Et il y a une partie de nous qui se défend. Et en fait, c'était très étonnant parce que mes enfants, qui sont sans doute dans la salle, ont vu le film. Et c'est ma fille qui l'a vu en premier et qui a 8 ans maintenant. Et quand ma femme Fanny a vu le film avec nous et qu'elle a lu les premières, parce que c'est sous-titré au début et que les scientifiques disent ça, elle s'est retournée vers elle en lui disant « Mais est-ce que c'est vrai ?» Et on se faisait la réflexion tous les deux que les enfants n'ont pas forcément cette espèce de filtre que nous on a en tant qu'adultes, qui est une forme de défense. Quand on entend une nouvelle comme ça, on a tendance à faire hop, et à pas s'en occuper, parce que c'est trop difficile. Alors que les enfants le prennent, et donc du coup c'est assez anxiogène pour eux. Ça devrait aller pour nous aussi d'ailleurs. Et moi j'ai essayé de voir ce que ça me faisait vraiment, c'est-à-dire de me dire, est-ce que c'est imaginable pour moi que d'ici à la fin du siècle, il y ait, puisque c'est ce qu'ils disent à peu près, une moitié de l'humanité qui puisse disparaître. Et je crois qu'on est tellement sur la défensive qu'on ne traverse jamais ce moment qui, à mon avis, est important, presque de deuil, de se rendre compte qu'il est vraiment en train de se passer ça. Qu'il y a vraiment des espèces qui sont en train de disparaître et qu'on ne reverra plus. Là, je crois que c'est le cougar qui a disparu récemment. Moi, quand j'étais petit, il y avait encore des cougars et c'est 40%, non, c'est 50% des mammifères sauvages qui ont disparu ces 50 dernières années. Et c'est terrible, je veux dire, c'est vraiment terrible. Je vous promets, c'est les 5 seules minutes déprimantes que je vais vous faire, mais c'est une nouvelle dont on devrait parler partout, tout le temps. Et moi, ce qui m'avait frappé, et ce que je raconte dans le livre, c'est que personne n'en parle. Que quand on en parle, c'est très bref, et c'est plus un sujet au bout de 5 minutes, justement parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et c'est exactement la raison pour laquelle on a décidé de faire le film, et pour laquelle moi j'avais besoin de faire le film, parce que je me suis rendu compte que vous dire ça ce matin, il y a toutes les chances que ça ne change absolument rien à votre vie demain. Tout simplement parce que ça déclenche chez nous des mécanismes donc de peur, donc de résignation, donc de défense, donc de fuite, donc de déni. C'est un sentiment d'impuissance, par l'énormité. Exactement, d'impuissance, parce qu'on se sent tout petit face à une nouvelle qui est considérable et on se dit mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse face à une nouvelle pareille? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? C'est pas parce que je vais éteindre ma lumière, prendre moins ma voiture, que ça va changer quoi que ce soit. Donc, il y a des études aujourd'hui qui disent que quand on arrive avec une nouvelle comme ça, il faut absolument arriver avec la deuxième partie qui est qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut participer à résoudre ce problème? Et donc le film était ça, et il était ça aussi au sens où il proposait un autre imaginaire. Donc, avec ce film, on avait l'impression qu'on avait besoin non seulement de faire passer des informations, de montrer des solutions, mais surtout de raconter une histoire, de pouvoir susciter l'émotion et de parler à la partie irrationnelle de notre être humain. Et que c'était peut-être en adjoignant les deux, c'est-à-dire la partie intellectuelle et la partie rationnelle et émotionnelle, qu'on pouvait éventuellement susciter quelque chose, puisque l'émotion, étymologiquement, c'est ce qui nous meut, c'est ce qui nous fait bouger. Et voilà, et on espère que le succès que rencontre le film est le signe qu'on a un peu réussi. Demain, et je vous le recommande vivement, que vous ayez lu le film ou non, le livre Demain de Cyril Dion, qui est vraiment un complément qui fourmille d'informations, d'exemples pratiques, d'entretiens passionnants. C'est remarquablement bien écrit et limpidement écrit. C'est éloquent. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.